Bonjour à tous et bienvenue sur PRC TV, la télévision de la présidence de la République. Invité sur ce plateau, M. Patrice Melom, le directeur général du port autonome de Kribi. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour. Vous avez pu quitter les quais du port en eau profonde de Kribi pour les studios de PSTV. C'est pour nous parler du port, mais aussi de Kribi. Oui. Comment va le port de Kribi ce jour? C'est une journée ordinaire au port de Kribi. Des allées et des venues, beaucoup de trafic, beaucoup de manutention, de travail dans les usines. C'est le quotidien. Alors, cette très importante structure est une œuvre du président de la République, c'est une grande réalisation du président de la République. À quelle échelle de valeur la placez-vous? Il faudrait que j'ai les différentes marches de l'échelle. C'est une très grande réalisation. Oui, naturellement. Naturellement, je ne veux pas me vanter, mais je pense que à date, c'est quand même, de l'opinion de beaucoup, l'une des plus grandes réalisations du chef de l'État des deux derniers septennats. Alors on comprend que cet ouvrage était très attendu. Parlez-nous de la genèse du projet. Vous êtes là depuis le projet et vous avez été nommé par la suite directeur général du port autonome de Kribi. Oui, moi je suis dans le projet, on va dire, depuis presque 2008. 2008, ouais. 2018, c'est déjà le démarrage. Voilà. 2008, je suis chargé de mission au Premier ministère et j'entre dans le comité de pilotage du projet. Et j'y suis resté jusqu'à présent. Alors, pour parler un peu de la genèse, c'est un projet, le port de Kribi, dont on parle depuis les années 90, je pense bien. Mais les études de faisabilité en elles-mêmes ont démarré en 2005. Et avec une donnée importante, à savoir qu'on décide alors de déplacer le site du port. Parce qu'initialement, le port devait se construire à Grand Batanga, pas loin de la ville de Kribi. Et quand on évalue, quand on étudie donc, en 2005, on se rend compte que c'est une zone qui est déjà très habitée et on décide donc aller étouffer la ville. Voilà, on décide donc d'aller plus au sud, sur la route de Campo, à 35 km. Et là-bas, on a le site idéal pour le port. Et c'est là que le port va s'installer. C'est Mboro, le village. Mboro, voilà. Les dénominations, c'est Mboro, c'est Lolabé, c'est selon la tribu, parce qu'en plus, elles sont ensemble. Donc, elles se discutent un peu comment dire, le nom de l'endroit. Mais tous nous sommes d'accord que de plus en plus, on parle de Mboro. Alors, 2005, donc, les études de faisabilité. 2008, le gouvernement prend la décision de réaliser le projet. Et en 2011, c'est la signature de la première convention de financement avec Exim Bank Chine. Et en 2012, quand j'arrive au projet, moi j'arrive au projet en 2012, on me nomme coordonnateur du projet, justement. Nous lançons. Qui s'appelle projet de construction. C'était le complexe industriel-portuaire de Kribi. Voilà. Avec donc une unité opérationnelle que je dirigeais. Et nous lançons le projet. Ça va nous prendre 4 ans. On va dire 15, pas tant que ça. Hein. En 2015, on a fini les travaux de la première phase. Okay. Et en 2016, le chef de l'État me nomme donc comme directeur du port autonome de Kribi. Directeur général. Directeur général du port autonome de Kribi, cette fois-là. En 2017, nous réussissons la prouesse de convaincre le gouvernement qu'il faut déjà lancer la phase 2. Justement sur la base des études qui avaient démontré, les prévisions de trafic avaient démontré que 4 ans après la mise en service de la phase 1,
elle allait arriver à saturation. Et quand vous savez que ça vous prend aussi 4 ans pour construire, on a dit au gouvernement, c'est maintenant qu'il faut lancer pour être au rendez-vous et éviter la saturation. C'était pas évident parce qu'on demandait au gouvernement tout de suite de recommencer l'effort. Parce que c'est des investissements très lourds. Oui, alors qu'on n'avait pas encore vraiment démarré. Mais bon, le gouvernement a compris. On a donc lancé, on a signé la convention pour la phase 2 en 2017. Et en 2019, on a lancé les travaux de construction de la phase 2 proprement dite. Et en 2018, c'est la mise en service du port. Voilà, ça nous a donc pris un peu de temps pour, entre notre nomination en 2016 et la mise en exploitation du port. Je ne vous dis pas qu'on a couru, parce qu'il fallait tout mettre en place, les procédures de douane, ainsi de suite. Et donc, on a réussi à lancer l'exploitation en mars 2018. Voilà. Alors, on l'a dit, hein, cette importante infrastructure est l'œuvre du président Paul Biya. Je voudrais que vous nous disiez quel rôle précisément le chef de l'État a joué dans la conduite de ce projet. Ben, je pense que tout naturellement, c'est lui qui en a eu la vision. Et l'expérience montre aujourd'hui que c'est une vision vraiment prospective, puisque quelques années après, c'est carrément 15 000 hectares de foncier qui va attribuer à ce projet. Ça traduit la vision qu'il a. Je rappelle très modestement qu'à Douala, c'est 1000 hectares. Hein. À comparer, vous voyez que le chef de l'État... C'est 15 fois plus grand. Kribi. Oui, 15 fois plus grand. Et donc, quand on voit également les moyens qu'il a mis dans le projet, il n'a pas lésiné sur les moyens. Moi, je pense que quand vous me demandez le rôle qu'il a joué, c'est le rôle... Et parmi les rôles qu'il a joués, c'est lui qui, le 8 octobre 2011, a posé la première pierre du chantier. Oui, et oui. Vous étiez là, vous étiez déjà là, hein, vous n'étiez pas encore directeur général, mais vous étiez déjà là. Et donc, je voudrais vous inviter à suivre un bout du discours que le chef de l'État a prononcé à cette occasion, le 8 octobre 2011. Tout à fait. Ce petit paradis touristique, disais-je, va devenir l'une des grandes ouvertures sur le golfe de Guinée pour nous-mêmes, mais aussi pour les pays frères du Tchad, de la République centrafricaine, du nord de la Guinée équatoriale, du Gabon, du Congo et de la République démocratique du Congo. Kribi, vous le savez, est déjà le point d'aboutissement du pipeline Tchad-Cameroun, fleuron de notre coopération avec le pays frère du Nord. Kribi sera demain le grand port en eau profonde de cette partie de notre littoral. C'est de là que nous exporterons nos minerais, fer, cobalt, aluminium, hydrocarbures, etc. Mais aussi les productions agricoles de notre arrière-pays. C'est autour du futur port que se regrouperont nos industries de transformation qui s'approvisionneront en énergie auprès de la centrale à gaz en construction. C'est encore vers Kribi que convergeront les voies ferrées qui transporteront nos minerais bruts ou transformés. Votre ville, votre région, mes chers compatriotes, vont donc connaître une véritable révolution.
Vous êtes sur PRC-TV, l'émission c'est la tribune spéciale et nous recevons sur ce plateau M. Patrice Melom, le directeur général du port autonome de Kribi. Monsieur le directeur général, vous étiez à Kribi ce jour-là, le 8 octobre 2011. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes senti ce jour-là, vous, qui n'étiez encore, si j'ose dire, que coordonnateur du projet? J'étais même pas encore coordonnateur en 2011. J'étais, je vous l'ai dit, j'ai commencé à m'approcher du projet parce que j'étais dans le comité de pilotage. Vous êtes membre du comité de pilotage. Pour représenter les services du Premier ministre. Effectivement, j'étais là le 8 octobre, journée très pluvieuse, accès très difficile. Mais je me souviens comme si c'était hier de ce discours du chef de l'État. Et je me suis toujours demandé quelle vision il avait eue, parce que je vois comment, bout en bout, cette vision se traduit en réalité. Effectivement, Kribi, de par ses caractéristiques naturelles, est idéalement positionné dans le golfe de Guinée. Kribi, effectivement, comme vous le savez, ces jours-ci, va commencer à accueillir les trafics miniers dont parle le chef de l'État. Il a parlé de chemin de fer, ça avait l'air très lointain, mais de plus en plus, on en parle. Je ne trahis pas un secret, tout le monde a entendu dire qu'il y a des discussions en ce moment entre le gouvernement et certains opérateurs qui ont fait une offre pour le chemin de fer entre Edea et Kribi, et donc pour aller vers le port. On dit là-bas que l'océan déborde. La marée haute. La marée haute. Oui. En fait, nous attendons que naturellement tout ça continue, que la marée continue à monter. Donc c'est pour dire que les industries dont parle le chef de l'État, certains ont commencé à s'installer au port de Kribi aujourd'hui, cimenterie, minoterie. Ce qui n'était que projet il y a 14 ans. Sans compter, peut-être que j'espère que vous m'en donnerez l'occasion de parler du méga projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui, la zone industrielle intégrée du port de Kribi. Donc tout ça concourt effectivement à rendre réel, à traduire en réalité la vision du chef de l'État, mais qui était déjà elle-même très, je ne sais pas comment, très futuriste. Et Patrice Melom, vous êtes vous-même un fils du département de l'Océan, oui. Si je ne m'abuse. Comment est-ce que vos parents, comment est-ce que les populations de l'Océan ont accueilli ce gigantesque projet? Naturellement, avec beaucoup de ferveur, beaucoup de ferveur. Et je vais raconter une petite anecdote. Allez-y. Quand le chef de l'État nous nomme donc directeurs généraux, mon grand frère Charles et moi, dans l'écart de quelques mois, et on fait donc une fête ensemble pour l'occasion. Vous parliez là de Charles Ndongo, le directeur général de la CRTV. Oui, Charles Ndongo, mon aîné. Et donc, pendant mon discours, j'ai pris soin de rappeler que le port de Kribi appartient à tous les Camerounais. Mais j'avais pris aussi le soin de préciser au bout de la phrase que la proximité est un atout. Tout à fait. Mais ça a été le tollé. Mes frères qui estimaient que justement le chef de l'État leur avait donné un cadeau que personne ne pouvait venir chercher, ont estimé que je m'étais planté. C'est pour dire un peu la ferveur avec laquelle ils ont accueilli le projet. Et je dois dire qu'aujourd'hui, nous sensibilisons de mieux en mieux et ils en tirent aussi le meilleur bénéfice. Alors, est-ce que c'est par hasard, ça ne peut pas être par hasard, quand on va au port de Kribi, on a ces deux bateaux
dragueurs, c'est comme ça qu'on les appelle? Des remorqueurs. Des remorqueurs, ouais, voilà. Des remorqueurs. Qui portent des noms de hauts dignitaires de la localité. Je crois que dans l'histoire, le roi Madola, le roi Maïs, et voilà. Ouais, ce n'est pas le fait du hasard. C'est quand même pour dire que le port est ancré dans un environnement culturel précis. C'est une idée que nous avons eue quand il a fallu baptiser ces remorqueurs. Nous avons pensé que c'était bien de leur donner les noms de ces personnalités historiques que les peuples continuent de bonifier. Et nous en avons fait la proposition à la haute hiérarchie qui a validé. Alors nous parlons depuis un certain temps du port de Kribi. Il va falloir quand même qu'on le visite. Et nous avons pour guide Loris Clet-Adian qui va donc nous permettre de découvrir avec vous le port de Kribi. La nuit est tombée sur la localité de Mboro, mais le port en eau profonde de Kribi brille de mille feux et le bal des camions tug sous les 7 portiques déchargeant un bateau ne s'arrête pas. Située à 35 km au sud de la cité balnéaire, cette plateforme portuaire est un complexe industrialo-portuaire et minier dont la gestion est confiée au port autonome de Kribi, une société à capital public créée par décret du président de la République. C'est en 2008 que pour pallier les difficultés du port de Douala-Bonabéry, qui est un port d'estuaire, le président Paul Biya décide de l'installation d'un port en eau profonde sur le site de Mboro, dans le département de l'Océan, sur la côte atlantique. Une impressionnante infrastructure qui a nécessité la mobilisation d'importants investissements et environ 6 ans de travaux menés par une entreprise chinoise jusqu'à son opérationnalisation en 2018. Il faut dire que selon le chronogramme annoncé par les autorités camerounaises, la fin de la construction de ce port avec toutes ses composantes est prévue pour 2040. C'est un vieux projet de l'État du Cameroun. Le projet d'origine date des années 1980. Et c'est finalement en 2005 que les études de faisabilité sont en réalité lancées. Et au départ, le site du projet s'appelait Grand Batanga. Le port en eau profonde de Kribi est protégé sur son flanc gauche par une digue de plus de 5 km qui permet à l'infrastructure de mener ses opérations de réception des navires avec l'aide de ces 2 remorqueurs baptisés au nom des rois locaux, le roi Madola et le roi Maïs. Après l'exécution des phases 1 et 2, le port en eau profonde de Kribi dispose d'un terminal polyvalent capable d'accueillir tout type de produits en provenance ou en partance pour le Cameroun et certains pays de l'Interland. Nous avons du bois, nous avons les conteneurs que nous manutentionnons aussi. Nous avons le fer, nous avons les engrais, le blé, le riz, que nous avons eu à manutentionner aussi ici. Et aussi ce qu'on appelle des general cargo, c'est-à-dire qu'on peut transporter, charger ou décharger des navires, des camions, des bus et même des viroles pour les cimenteries. Avec ces 7 portiques installés sur 715 mètres de quai, le terminal à conteneurs, pour sa part, peut permettre de décharger ou de charger jusqu'à 3 bateaux par jour, comme le Costco Korea, arrimé ici, long de 334 mètres et d'une capacité de 8500 conteneurs de 20 pieds. Nous avons déjà dépassé les volumes de l'année dernière où nous étions avec la phase 1 à environ 300 000 TEUs. On a déjà très largement dépassé les 600 000 TEUs à aujourd'hui. Donc on a une très bonne perspective pour cette fin d'année. Et évidemment, des perspectives encore meilleures pour les années à venir pour dépasser le 1 million de TEUs. La plateforme portuaire de Kribi, c'est aussi l'aménagement d'une zone industrielle sur environ 300 hectares.
Celle-ci héberge un parc à bois, des entreprises qui font dans le montage des engins lourds, la transformation du cacao et ou du blé, la fabrication du ciment, entre autres. On y trouve aussi des établissements bancaires. Le port de Kribi a fait le pari d'un usage de technologies modernes qui facilite les opérations des clients tout en assurant la sûreté des usagers et des installations techniques. D'ailleurs, il se revendique Smart Port. Nous avons opté dès le départ pour la digitalisation et la dématérialisation donc des procédures commerciales au port de Kribi. Et c'est pour ça que nous disons que nous sommes un port smart. Après les travaux d'extension et la phase 3, le port en eau profonde de Kribi qui aura en complément un terminal à hydrocarbures associé à une aire de stockage, un terminal céréalier et un autre méthanier, une usine de liquéfaction de gaz naturel, un port de plaisance, un port de pêche industrielle et une base navale pourra donner la pleine mesure de ses capacités et assurer un rôle moteur pour le développement du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale. C'était donc là une photographie du port en eau profonde de Kribi. C'est une signature de Loris Clé-Adian avec des images de Arnaud et Sama et de Gérard Etienne Kakak. Je ne vais pas vous le cacher, monsieur le directeur général, moi j'ai été très impressionné par les images de nuit du port. Oui, on a l'impression d'avoir affaire à un écrin. Ils sont très jolis. Oui. Alors, je voudrais quand même que vous nous disiez s'il y a quelque chose, si le reporter que nous venons de suivre nous a présenté une photographie fidèle. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez nous présenter qui n'a pas été, qui a échappé à l'œil du reporter ici? Peut-être en termes de réalisation, de chantier, il y a quand même un chantier phare qui vous a échappé. Qui a échappé à l'œil du reporter. Oui, à du reporter, certainement en raison de sa localisation. Je veux parler du projet d'approvisionnement de cette place portuaire en eau potable. Et il est localisé où ce projet? À l'intérieur. Il est tout simplement à l'intérieur. Il est même achevé également. Ah, d'accord. C'est un projet qui est réalisé par l'entreprise belge Aspac, qui coûte au coût de 30 milliards et qui va donc permettre de ravitailler le port, y compris sa zone industrielle, en eau pendant un certain temps. Alors, monsieur le directeur général, le projet du port de Kribi, enfin, ce n'est plus un projet, le port de Kribi est en service depuis 7 ans maintenant. Est-ce qu'on peut dire qu'il a comblé les attentes par rapport à ce qu'on attendait? Vous savez, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre. On a tellement désiré ce port pour... je crois que le reporter l'a dit dans son reportage, pour essayer de pallier les insuffisances du port de Douala. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le port de Kribi comble les attentes? J'aime bien cette question. Elle me permet de rappeler que combler les attentes ne se fera pas en 5 ans, 6 ans, 10 ans, non. Vous avez raison de dire que, puisqu'on en parle depuis, les gens ont été devenus vraiment impatients. Nous le vivons concernant, par exemple, les demandes d'emploi. Tout le monde s'est imaginé que dès que le port est créé, il y aura de l'emploi pour tout le monde.
ce n'est pas le cas. Une structure, une infrastructure comme celle-là se met en place progressivement, elle grandit. Et j'aime autant, je le rappelle souvent, hein, que moi j'ai été invité au 500e anniversaire du port du Havre. Donc un port qui a 500 ans. Et il continue à se construire. La semaine, non, cette semaine, c'est hier ou aujourd'hui, j'étais invité justement au 75e anniversaire du port d'Abidjan. Et bientôt, j'ai entendu dire, j'ai déjà eu quelques correspondances, le port de Douala devrait fêter ses 150 ans. Le port de Kribi est un port jeune. Voilà, vous avez compris, vous avez compris. Nous comprenons aussi l'impatience, mais c'est comme un immeuble que vous construisez. Si vous boycottez la fondation, vous courez le risque que l'immeuble s'écroule. La question, monsieur le directeur général, c'est est-ce que le port de Kribi résout les problèmes, nous permet d'adresser d'une certaine manière les problèmes que nous rencontrons avec le port de Douala? On va dire oui, si vous voulez. Effectivement, le port de Kribi qui est un port en eau profonde. A permis, oui. J'allais le dire tantôt, vous avez commencé à le dire. Le port de Kribi est en réalité la solution gouvernementale, la solution du Cameroun aux faiblesses qu'on avait observées par rapport au port de Douala. Ce n'était pas nécessairement des problèmes de gouvernance, mais des problèmes de caractéristiques. Un port d'estuaire, les problèmes de profondeur. Tout le monde sait qu'à Douala, il faut continuer à draguer. Et ça coûte cher. Et quand même on a dragué, on atteint peut-être 7,5 mètres. C'est encore un certain type de navire seulement qui peut escaler. J'ai parlé tantôt des problèmes fonciers. Et puis, dans la plupart des pays, vous avez une multitude de ports qui se complètent. Et j'ai envie de rappeler également ici que j'ai pris modestement, très modestement, j'ai participé un peu à la mise en œuvre du plan directeur du secteur maritime à un moment donné. Nos ports, non seulement sont, on va dire, entre parenthèses, spécialisés, mais aussi complémentaires. C'est un problème, c'est une question qui revient souvent. Et je réponds que l'idée que beaucoup de gens ont eue au départ de penser que le port de Kribi viendrait éteindre ou tuer le port de Douala était complètement erronée. Les deux sont plutôt complémentaires. Tout à fait, tout à fait. Comment est-ce que cette complémentarité se traduit dans les faits, monsieur le directeur? J'en viens. Elle se traduit par exemple dans les chiffres. Bon, les chiffres ne mentent pas. Aujourd'hui, le port de Kribi existe, il fait des chiffres, il augmente, et le port de Douala existe aussi, fait de meilleurs chiffres. Vous voyez que... Et dans ce sens-là, on comprend que Kribi a désengorgé Douala pour permettre à Douala, justement, de se déployer de manière plus sereine. Et de ce qu'il peut bien faire. Voilà. Et je viens de vous le dire, les chiffres, ils ne mentent pas. Alors, monsieur le directeur, je vais vous parler de chiffres. Je voudrais que vous nous parliez un peu des performances du port de Kribi en termes d'activité. Quelles sont les performances du port de Kribi aujourd'hui? Alors, ça dépend des domaines. On va d'abord s'arrêter au terminal à conteneurs. Je crois que c'est le directeur d'exploitation de KCT qui a parlé tout à l'heure, qui rappelait que la phase 1 était dimensionnée pour accueillir 300 000 conteneurs par an. Alors, on a commencé. Aujourd'hui, il l'a dit également, on a dépassé les 300 000. Avant la fin de l'année 2025, ils ont déjà dépassé 600 000. Et avec
le nouveau dimensionnement du terminal à conteneurs, la capacité est donc partie de 300 000 EVP, comme on dit, équivalent 20 pieds, donc conteneurs, à 1 200 000. Vous voyez un peu le rapport. Et là, il vous l'a dit. Quadruplé, quand même. Voilà. Quand ce terminal sera en pleine capacité, on pourra manutentionner ce nombre-là chaque année. Naturellement, on ne l'atteindra peut-être pas parce que la saturation vient assez vite, autour d'1 million. Et je vous ai annoncé tout à l'heure, heureusement que le monsieur qui a parlé a confirmé. Après sa mise en exploitation, la phase 2 est déjà saturée à 60%. Ce qui nous fait naturellement penser déjà, comme ça s'est déjà fait, à une phase 3. Parce que la phase dont 3, nous allons parler. Hein. Voilà, donc bon, pour le conteneur, c'est ça. Nous avons les chiffres, les prévisions n'ont pas menti. Et comme j'ai dit, on a bien fait de mettre la phase 2 en place. Au terminal polyvalent, c'est à tout casser 3 300 000 tonnes de marchandises qui ont été manutentionnées sur la période 2018-2024. Bon, on vous l'a dit également, au début c'était du bois essentiellement, et puis progressivement d'autres marchandises sont arrivées, le riz, le blé, beaucoup de clinkers en ce moment avec les cimenteries, la nôtre même qui est déjà implantée, et d'autres qui sont implantés à l'intérieur du pays, Simencam qui importe à partir de Kribi, donc le terminal polyvalent. Donc il y a beaucoup d'activités. Est-ce que cela rapporte beaucoup d'argent, monsieur le directeur général? Peut-être pas au port de Tom de Kribi, malheureusement. Mais quand même un peu aussi, non? Oui, puisque nous vivons. Mais ce que je veux dire, c'est que l'indicateur que nous utilisons pour montrer que le port de Kribi a permis quand même des rentrées d'argent pour les caisses de l'État, c'est tout simplement les droits de douane, les recettes douanières, parce que... Vous avez des chiffres? Tout le monde sait, oui, je les ai en détail, puisque mon collègue Norbert Bellinga, qui est chef de secteur et que je salue ici, il me les fait tenir tout le temps. Donc, on peut en avoir une idée quand même. Alors, quand nous commençons, ça j'aime bien détailler ces chiffres, parce qu'ils parlent. Ils parlent. Nous commençons en mars 2018. Alors, un an avant, toute l'année 2017, le secteur des douanes de Kribi a récolté 1 milliard toute l'année. En 2018? En 2017. 2017. Avant que le port n'entre en exploitation. Okay. La dernière année. Alors, nous entrons en exploitation en mars 2018. Donc, le port fonctionne pendant, on va dire, 9 mois donc. Et 2018, on passe à 15 milliards. C'est quand même de 1 à 15. Et puis, ainsi, au fil des années, on est passé à 25, on est passé à 75, on est passé à 150. 2024, on était à 270 milliards, pratiquement. Et avec l'entrée en fonction de la phase 2 du nouveau terminal, il ne se passe plus de mois. Les recettes douanières ne descendent plus à moins de 30 milliards tous les mois. Ça veut dire qu'en fin de cette année, on va probablement être dans les 350 milliards de recettes douanières. Au total, sur la période, c'est environ 1200 milliards que la douane a récolté. Bon, je n'ai pas la même facilité à saisir les chiffres en termes d'impôts, qui sont aussi des recettes. On ne va pas y aller. On ne va pas y aller. Et moi, je ne vais pas vous demander ce que le port autonome de Kribi récolte directement. Non, ce n'est pas grand-chose. Malheureusement, alors, je vous dis comment ça fonctionne. Hein. C'est comme quelqu'un qui construit sa maison et qui la met en location. Tout à fait. Il vit des loyers. Oui. Voilà. Mais ces loyers sont importants. Bon, on va dire pas tant que ça. Donc, nous avons concédé. La loi nous demande de concéder certaines de nos installations, notamment les terminaux. Donc, le terminal à conteneurs, le terminal polyvalent. Et nous vivons dans des redevances qu'ils nous payent.
Concernant l'exploitation même marchandises et tout, c'est vraiment des petites sommes qui n'ont rien à voir. Oui. Parce que là, c'est déjà le manutentionnaire qui exploite donc sa concession. D'accord. Voilà. Monsieur le directeur général, depuis le début de ce projet, on parlait d'un complexe industriel-portuaire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler du complexe industriel? On parle beaucoup du port. Est-ce qu'on peut parler du complexe, de l'aspect industriel de ce complexe? Alors, si vous permettez, je reviens un peu sur le complexe industriel-portuaire. Pour vous rappeler qu'on avait 4 composantes. Une composante portuaire, donc les quais, essentiellement. Qui existe déjà. Une composante industrielle, donc la zone industrielle à mettre en place. Qui se met en place déjà, quand oui. même. Une composante urbaine, parce qu'on avait déjà pensé à ce moment-là que tous qui vont travailler et au port et dans sa zone industrielle doivent habiter quelque part et qu'il fallait y créer, installer toutes sortes de commodités. Donc c'était une composante urbaine. Et la 4e composante, c'était la composante, on va dire, connectivité, route, rail, ainsi de suite. Et il était bien entendu que ces différentes composantes devaient se développer, non seulement par phase, mais aussi de manière interconnectée. Parce que s'il y en a une qui est développée plus qu'une autre, ça crée un déséquilibre, ainsi de suite. Donc, ça, c'était ça, le complexe industriel-portuaire. Et en 2016, quand on nous nomme, quand on formalise donc la création du port autonome de Kribi, on comprend qu'il va falloir qu'il continue à développer ces composantes. C'est assez aisé pour la composante portuaire, qui est même qui est la plus liée à l'activité de l'infrastructure. Et le cœur de votre activité. Voilà. Et puis l'industrie aussi, chaque port doit avoir normalement une zone industrielle. Ça l'est un peu moins pour la zone urbaine, qui traditionnellement relève d'autres administrations, et ainsi de suite. Et le même problème se pose pour la connectivité, qui dépend aussi plus... Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la connectivité? Je vous ai parlé, en fait, c'est des dessertes. Les dessertes... Les chemins de fer. Voilà, les dessertes, donc les routes, les autoroutes, les chemins de fer. Et c'est pour ça que je disais que ça aussi, ça ne dépend pas trop du port autonome de Kribi. Oui. Donc, voilà. Monsieur le directeur général, si je pose la question, c'est parce que on pense à l'exploitation du fer, à l'exploitation et à l'exportation du fer, de Mbalam. Est-ce que c'est des projets qui sont en cours? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, ce que je peux dire de manière générale déjà, c'est qu'en ce moment, nous observons qu'un certain nombre de projets miniers dont on parle depuis plusieurs années ont tendance quand même à vouloir se matérialiser. Je vais citer le projet Grand Zambie, avec l'entreprise Geston, qui... exploite le fer? Oui, c'est un projet minéralier. Oui. Et aujourd'hui, vous avez, si vous y allez, vous allez trouver que beaucoup de travail a déjà été fait. Le minerai de fer est même stocké, il y a de grands stocks. Et il est question de créer les conditions pour le transporter sur le site du port et aussi des conditions pour l'exporter. Et à l'heure actuelle, le port, lui, il a tout ce qu'il faut pour accueillir ces minerais et les exporter. Alors si vous permettez que je continue à citer les entreprises, parce que c'est important, sinon on va dire que j'ai fait la concurrence de Geston. Donc, vous avez donc Geston,
Vous avez le projet du fer de Lobé avec Sinosteel, où beaucoup de travail a déjà été fait également. C'est le projet qui est le plus proche du port, qui devrait avoir aussi donc moins de problèmes de transport. Beaucoup de travail a été fait. Lui aussi projette de faire ses premiers bateaux, je pense, en 2027. Geston, certainement en 2026, on aura certainement quelques bateaux. Vous avez le projet Ngovayan, l'entreprise s'appelle Camina, qui également est installé sur le terrain, en train de négocier même sa convention en ce moment avec l'État, et qui compte transporter le fer par un pipeline à partir de là où il se trouve, c'est plus d'une centaine de kilomètres, et qui presse également. Et vous avez également donc... Transporter le fer par un pipeline? Oui, c'est très classique, et très classique et moins cher, et j'ai envie de dire plus... pratique. Oui. Et vous avez donc le gros projet de Mbalam, dont on parle depuis plus longtemps, et qui a grandi aujourd'hui, parce qu'au début, on ne parlait que du projet de Mbalam, qui est côté Cameroun. Ce projet a grandi, parce que désormais, il est question de faire venir sur Kribi aussi des projets du Nord Congo, Nabeba, Nadondo, j'oublie les noms. Et c'est un très grand projet. Malheureusement, c'est le plus éloigné aussi, qui va nécessiter la construction d'un chemin de fer. Je crois, je peux 540 km, ainsi. Mais aujourd'hui, ce que nous observons sur la place portuaire, c'est que tous ces projets-là sont, du fait qu'ils ont commencé à travailler sur leur site, nous sollicitent déjà pour avoir des espaces sur le site portuaire. Sur ces espaces-là, normalement, soit ils stockent leurs produits, soit même aussi ils construisent des usines, parce qu'il n'est pas exclu qu'ils le transportent, une première phase de transformation avant exportation. Et là-dessus, nous avons toute une zone que nous avons réservée aux produits miniers, et la plupart d'entre eux ont déjà fait des réservations pour commencer à travailler. Donc, vous voyez que c'est une dynamique. C'est pour ça que je disais tantôt que la vision du chef de l'État, qu'on le veuille ou non, est en train de se traduire en réalité. Pour tous ces projets-là, je pense qu'il n'est pas question de faire demi-tour. On ne peut qu'avancer en créant les conditions de leur aboutissement et de l'exportation et de la transformation de ce qui est prévu d'être transformé localement. Monsieur le directeur général, au cours de cet entretien, vous avez promis de nous parler d'un méga projet. Moi, je suis bien curieux de savoir de quoi il est question. C'est quoi ce méga projet en cours au port autonome de Kribi? Je l'ai appelé comme ça, peut-être du fait des retombées attendues et même de la diversité de ces retombées. Comme vous le savez, l'industrie est une activité très importante pour une économie. Et là, nous voulons donc... On a commencé, je vous l'ai dit tantôt, on a déjà quelques industries installées, mais ce n'est pas encore la grosse industrie. Et nous travaillons en ce moment sur la mise en place d'une zone industrielle intégrée au port de Kribi. Nous voulons commencer sur 4000 hectares. Au début, quand on dimensionnait le projet, on était à 2000 hectares. Et comme je viens de vous le dire, les investisseurs miniers ont mis la pression, ont démontré qu'ils veulent commencer. Et tout de suite, on s'est dit qu'il vaut mieux les intégrer déjà. Et ça a amené maintenant la zone de travail sur 4000 hectares. Il est donc question, avec le concours du gouvernement et des partenaires privés, donc de concevoir et d'exploiter une zone industrielle. Nous sommes, les procédures sont, j'ai envie de dire, très avancées. En tout cas, le chronogramme est respecté. Ça va faire 2 ans que nous travaillons sur ce projet. Et nous ambitionnons d'ailleurs d'en poser la première pierre, si ce n'est à la fin de ce mois, peut-être au début du mois prochain.
C'est vous dire que c'est des choses concrètes. Alors, concrètement, à quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à une vaste zone où des industries de tous bords vont venir s'installer. La société de projet, comme nous l'appelons, va aménager les espaces, terrassement, voirie, verdé, toutes les commodités, et elle va mettre à disposition des investisseurs qui le désirent ces espaces-là, qui vont donc y poser une industrie, une base logistique, tout ce qu'on peut imaginer, selon un plan bien sûr bien conçu, parce que ça va être une zone industrielle. Vraiment, nous la voulons selon les standards internationaux. Et ces industries vont travailler, recruter du personnel, selon nos prévisions, sur 15 ans, donc 2025-2040, c'est entre 110 000 et 150 000 emplois directs et indirects. Des études ont été menées à cet effet? Oui, bien sûr, vous en doutez. Je vous ai dit que nous travaillons depuis 2 ans, on commence toujours par les études. Je peux même vous dire que l'étude pour notre zone industrielle a été réalisée par le port de Tanger, qui en Afrique fait office quand même de ténor. Donc c'est Et vous avez les moyens, vous avez les ressources nécessaires en termes de finances, notamment pour ces aménagements? Oui, je réponds sans embâche, parce que le gouvernement a pris le taureau par les cornes. Nous avons pris soin de lui présenter le projet et il l'a dit, comme on dit vulgairement, il a acheté le projet. Et je peux me dire que c'est l'un des rares projets qui sont donc, on va dire, cofinancés gouvernement et privé, où le gouvernement est plus près que le privé. Partenariat. Ah ouais, partenariat, oui. Le gouvernement est plus près que le privé, mais du côté privé également, il n'y a vraiment pas de souci. Nous avons des partenaires de renom, Rise, AGL, et même localement, Belmont. Belmont, c'est un investisseur camerounais. Donc, les financements ne posent aucun problème. Je vous ai dit que la société de projet est pratiquement mise en place. Selon notre chronogramme, le début de construction matérielle sur ces sites-là, c'est en fin de l'année 2026. Parce qu'entre-temps, nous allons finaliser les études et finaliser également le financement. Avec ça, Monsieur le Directeur Général, Kribi va devenir une rampe de lancement de l'industrialisation du Cameroun? Ça va de soi. Ça va de soi, mais avec des conséquences aussi. Là-dessus, nous avons commencé à sensibiliser nos patrons. Parce que quand on vous dit 100 000 emplois, même 50 000 seulement quand ça va commencer, au bout de 5 ans, si vous avez 30 000 emplois nouveaux, alors ça veut dire que si vous considérez que pour un emploi, il y a 2 personnes seulement autour, ça fait 3 personnes. Généralement, c'est plus que ça. Voilà, je suis minimaliste. Ça veut dire également que ça va faire 30 000 x 3 ou x 4, c'est 120 000 personnes qui arrivent. Qu'il faudrait loger, qu'il faudrait nourrir. Tout ce qui a trait à leur accommodation. Il faudrait la scolarisation, voilà, tout. Voilà, la santé. Et ça, c'est pas le travail du port. Monsieur le Directeur Général, nous allons poursuivre cet entretien avec, pour parler de l'impact. On a commencé à en parler déjà, pour parler de l'impact du port de Kribi sur son environnement immédiat. Mais je voudrais vous inviter à suivre cette projection. C'est une projection que nous fait Annie Pisca Essé. Et après cela, nous allons essayer de voir quel est l'impact du port sur la ville de Kribi en particulier. Annie Pisca. Le port en eau profonde de Kribi incarne la vision du président Paul Biya, celle de doter le Cameroun d'infrastructures modernes et d'en faire un pays émergent, un acteur majeur du commerce international. Mis en service en 2018,
Cette impressionnante plateforme portuaire connaît une croissance exponentielle. La fin de la phase 2 en mai 2025, avec l'extension de son terminal à conteneurs, a permis au port de Kribi d'entrer dans une nouvelle ère. Avec ses 1330 mètres de quai pour 16 mètres de profondeur, sa capacité d'accueil a doublé. Le port en eau profonde de Kribi peut désormais jouer dans la cour des grands, accueillir les navires les plus imposants, jusqu'à 50 par mois. Pour parvenir à cette extension, il a fallu la détermination politique du président Paul Biya, qui a signé de sa main une si grande réalisation. Un investissement stratégique qui propulse le port de Kribi au rang de hub sous-régional. Et depuis cette année 2025, nous avons lancé ce que nous appelons la phase 2. C'est l'extension des quais, d'équipements et de la capacité d'exploitation. Pour l'année 2025, je peux donner le chiffre pour le premier trimestre, mais je dis également que nous allons certainement dépasser les 300 milliards. Au total, c'est dans les 1200 milliards que le port de Kribi a permis au gouvernement de récolter en termes de droits de douane. Le port autonome de Kribi n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Le lancement de la phase 3, prévu entre 2027 et 2028, verra côté mer la construction d'un terminal minéralier et d'hydrocarbures capable d'accueillir des vraquiers de 300 000 tonnes. Côté terre, 300 hectares seront encore aménagés pour accueillir des usines, des zones de stockage, un terminal ferroviaire et des bâtiments administratifs. Pour l'instant, nous avons déjà fait près de 200 hectares de terrassement qui sont déjà occupés par les entreprises. Donc, ce travail a été fait entre nous et les entreprises. Et en même temps aussi, il y a des projets miniers, parce que ce port d'abord, c'était un port minier au départ. Bon, des projets miniers qui sont aussi en cours. Nous avons près de 4 projets miniers, Camina, G-Stone, Sinosteel et d'autres. Il faut dire qu'on a encore beaucoup à faire. On a encore beaucoup à faire pour le port. Là, la phase 2 est déjà finie et déjà en exploitation avec KCT. On est en train de passer déjà à la phase 3. La création du port de Kribi a un impact considérable en termes d'emploi et de développement humain. Des milliers de jeunes Camerounais ont ainsi pu accéder à l'emploi. Des petites et moyennes entreprises et entreprises encore plus importantes ont été créées. La ville de Kribi, pour sa part, connaît une croissance et un développement fulgurant. À l'allure où vont les choses, il est permis de dire que l'extension du port de Kribi augure des lendemains qui chantent. Au final, Kribi, c'est plus qu'un port, une porte ouverte sur le monde, un symbole d'ambition, de modernité et de développement durable pour le Cameroun. Et comme on le dit là-bas, sur les bords de l'Atlantique, l'océan déborde. Monsieur le directeur général, avec ce sujet, nous voyons bien que on attend beaucoup. On a le droit, on peut beaucoup espérer du port de Kribi. Mais je voudrais qu'on parle plutôt de l'impact que cette infrastructure a sur la localité de Kribi. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quoi le port de Kribi a changé la vie des Camerounais, la vie des habitants de Kribi? Ok, je vais commencer par les réalisations du projet. Pour vous dire que la route actuelle entre Kribi et Mboro a été réalisée dans le cadre de ce projet, les 35 km. La côtière, pas l'autoroute. Et même l'autoroute, c'est nous qui l'avons conçue.
Dans la ville de Kribi même, nous avons réalisé autour de 20 km de voies urbaines, des routes goudronnées que vous voyez, y compris la petite avenue qui passe devant nos bureaux. C'est une avenue, voilà. Pas une petite avenue. Comparé. Vous êtes modeste. donc ça, c'est des choses visibles. Et puis, il y a cette histoire d'emploi, qui est une réalité. Aujourd'hui, c'est au moins 7000 emplois, directs et indirects, créés autour du port autonome. Parce que quand on parle d'emploi sur une place portuaire, vous avez le port autonome, qui est l'entreprise qui fait de la supervision, et vous avez toutes les entreprises qui s'installent autour. On vient de vous parler de cimenteries, de minoteries, de transformation, de cacao, les terminaux eux-mêmes, chaque terminal a acquis 300, et ainsi de suite. C'est tout ça qui fait le chiffre que j'avance là, en termes d'emplois directs. Et vous avez également donc les emplois indirects qu'on ne décrit plus, qui généralement sont même plus nombreux, qui sont générés du fait que il y a des moyens qui circulent, salons de coiffure, couturières, tout ce qu'on peut imaginer. Je vais vous donner un exemple. Quand nous arrivons à Kribi, vraiment, en termes d'établissement financier, je crois qu'il y avait la BISEC et aussi la traditionnelle SEB. Maintenant, à Kribi, en ce moment, vous avez toutes les banques qui fonctionnent au Cameroun. Ah oui. Ouais. Vous avez une multitude d'établissements de microfinance. Vous avez pratiquement toutes les sociétés d'assurance. Ça, ce sont des indicateurs. Des choses qui montrent... Parce que les banques s'installent là où il y a de l'argent. Et voilà. Donc, et puis, je ne sais pas si vous y avez été souvent avant que le port n'arrive. Kribi était une petite bourgade. J'allais justement vous demander, physiquement, la ville a changé. Les hôtels, je crois que ça va de soi. Je crois qu'il faut aller à Kribi pour expérimenter ça. Ça pousse de partout. Heureusement, j'ai quand même observé, et ça c'est un point positif, je me suis rendu compte que la notion de lotissement a été assez vite vulgarisée à Kribi. Donc vous avez, et ça augure quand même que les constructions ne se fassent pas trop de manière anarchique. Et donc vous avez aujourd'hui des quartiers qui poussent, des immeubles, vous avez parlé d'hôtels, il y a bien d'autres choses, des centres commerciaux, et ainsi de suite. Alors, quelque chose la population même de Kribi a explosé. Naturellement, elle grandit beaucoup. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, je voudrais profiter de votre tribune pour en parler encore. C'est une tribune spéciale. Ah, voilà, si vous le permettez. C'est par rapport à l'emploi des jeunes. Ouais. Nous faisons même des tours dans les établissements, dans les communes, pour expliquer aux jeunes que dans toutes les villes qui abritent un port, c'est ce port-là qui rythme la vie de la ville, y compris donc les emplois. Nous essayons d'expliquer, d'amener nos jeunes à embrasser les emplois qui leur permettront de travailler sur la place portuaire. C'est des emplois portuaires, c'est des emplois industriels. Et je suis heureux de constater que ce message est en train de porter. Parce que l'État, monsieur le directeur général, a créé toute une école qui s'intéresse aux métiers portuaires et maritimes. Métiers portuaires et maritimes. Et même le lycée technique aujourd'hui, à Kribi, c'est prouvé, la majorité des enfants veulent aller au lycée technique et il est débordé. Est-ce que vous travaillez avec ces établissements? Est-ce que les étudiants peuvent venir faire des stages au port, par exemple? Naturellement, dans les métiers qui naturellement, malheureusement, nous sommes souvent débordés parce que nous sommes encore pratiquement les seuls
j'essaye de convaincre les entreprises qui sont installées dans la zone d'abriter également de plus en plus de stagiaires. Mais pendant les vacances, nous, on n'a pas où s'asseoir. Les stages dans les métiers du port. Oui, bien sûr. Monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez nous dire, vous savez, il y a souvent des réclamations des populations riveraines en termes d'emploi. Quels sont vos rapports avec les communautés riveraines? Je crois que ça se passe bien. Nous avons un cadre, justement. Nous avons un cadre qui nous permet de discuter. Nous avons un programme d'accompagnement, on appelle ça le PASEC, donc programme d'accompagnement social et économique. Qu'est-ce qu'il fait concrètement, le programme? Assistance aux populations, toutes sortes de projets qu'on peut imaginer. Je viens de vous parler du lycée technique cette année. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai discuté avec le proviseur. Nous avons construit, je suis allé voir ça, une série c'est peut-être une dizaine de salles de classe pour le lycée technique. Et le proviseur nous disait que pour le concours d'entrée en 6e, il a eu 1 millier de candidats. Il n'avait que 400 places. C'est pour dire que les jeunes commencent à comprendre. Ce n'est pas qu'on dise qu'on doit plus faire les disciplines littéraires, mais eux, à Kribi, ils doivent comprendre que les meilleures opportunités iront vers ces métiers. Voilà. Monsieur le directeur général, je voudrais vraiment vous remercier d'être venu nous faire la lumière sur le port de Kribi et sur la ville de Kribi, qui sont un témoignage vivant de ce que, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, le Cameroun se construit, le Cameroun avance. Mais je voudrais, avant que nous nous séparions, vous amener vers un sujet qui est très actuel. C'est que le 12 octobre prochain, nous devons élire le président de la République. Et je dois savoir que vous-même, vous êtes engagé dans un comité d'arrondissement. Une commission de campagne, dans le cadre de mon parti. Oui. Comment est-ce que vous comptez travailler? Je ne vais pas dévoiler ma stratégie de campagne ici, mais je travaille avec les collaborateurs qu'on m'a donné. Nous sommes en train de concevoir la stratégie de déploiement. Je dois dire que traditionnellement, Bipindi, c'est un peu le... Vous êtes de Bipindi? Je suis de Bipindi. Et donc, Bipindi est à qui? Oui, ça... L'état d'esprit des populations est bon? Oui, les populations n'ont pas de problème. Bon, dans le cadre de la liberté d'expression et tout, et des associations, nous avons accueilli déjà quelques partis qui souhaitent s'installer. Mais notre travail, ça va être de tenir un discours de réalité à nos jeunes, à nos compatriotes, qui comprennent que... Là, vous parlez de Bipindi. Est-ce que, d'une manière générale, vous pouvez nous dire comment vous appréhendez la présidentielle du 12 octobre, d'une manière générale? Au niveau national, au niveau de l'océan? Non, on va au-delà de l'océan. Vous êtes une élite nationale. Comment est-ce que vous appréhendez cette échéance? Je pense qu'on va avoir plus de concurrence. Ça, c'est évident. Tout le monde le voit. Mais je crois également que les Camerounais sont matures. Les Camerounais sont amoureux de la paix. Ils sont amoureux des choses concrètes. Et ils comprennent bien que beaucoup de choses ont été faites. Et je crois qu'également, ils savent que notre candidat écoute ce qui vient du fond de la nation et en tient compte pour cette stratégie de l'avenir. Donc il y aura de l'animation, appelons ça comme ça. Il y aura de la concurrence, puisque c'est la règle. Mais au niveau du parti, nous sommes sereins. De votre parti qui est le RDPC? Le RDPC, bien sûr. Nous sommes sereins et nous pensons que nous sommes les plus nombreux et que nous offrons les meilleures garanties
pour l'avenir. Vous avez des arguments à faire valoir et le port en eau profonde de Kribi en est un. Je pense bien que, pour être honnête, le port de Kribi est la preuve que le chef de l'État a une vision pour le développement de ce pays qui se traduit de mieux en mieux en réalité et que nous devions continuer à lui faire confiance là-dessus. Merci, monsieur le directeur général, monsieur Patrice Melom, d'avoir accepté de prendre part à cette émission, d'être parti de Kribi pour ici. Vous auriez un dernier mot? Non, sauf à souhaiter bonne chance à tous les Camerounais. Et bonne chance au port de Kribi, naturellement. Ouais, naturellement. Cette émission s'achève. Je vous remercie, vous tous, qui nous avez suivis.